et la cohésion opératoire, l'atteinte des buts. Il se trouve qu'on est une entreprise qui est gérée par des millions d'euros et qu'en l'occurrence, la première chose qui était à recibler, c'était la cohésion opératoire. Il faut que sur les modèles opératoires, on soit très clair, ce qui n'était plus le cas. Raison pour laquelle la structure était perçue comme non cohérente et donc malsaine. Mais il n'y a pas de haut niveau de cohésion sans une bonne gestion de conflits. Parce que la réalité, c'est que des conflits, on en vit tout le temps. Mais il y a une différence entre le conflit d'idées et le conflit de personnes. Et il se trouve que là, à un moment donné, je ne juge pas ceux qui étaient avant nous, hein, d'ailleurs, ils ont eu des très belles carrières et donc il n'y a pas de jugement de valeur. Mais le conflit n'était plus d'idées, mais bien de personnes. Une fois que le problème il est personnifié, c'est fini, on ne peut plus échanger. Voilà, ce que j'appelle l'extra-conflit, c'est il faut que les gens se séparent. Donc ce qui est arrivé, c'était cette séparation. Pour nous, l'un des facteurs incontournables de la performance, donc je partage toujours des références. Voilà, alors moi, j'utilise aujourd'hui. Oui. Ouais, juste, ça laisse penser que le conflit d'idées, il peut ne pas être rédhibitoire. Il doit surtout pas l'être. C'est le débat en fait. C'est comment créer le débat. On a le droit de ne pas être d'accord, mais tout ce qui est à l'intérieur du climat de l'échange est fondamental. On en reviendra tout à l'heure. Je vais vous faire participer à une expérience, mais notamment des règles et des règles de fonctionnement. Mais je vous apprends rien. Vous êtes habitué à gérer des réunions. Le timing, les sujets qui sont traités, l'objet du jour, ce qu'on doit. Mais dès lors que le climat est favorable à l'échange, le conflit d'idées permet ce que nous on appelle le compromis. Donc il n'y a rien de binaire, c'est pas parce que j'ai raison que l'autre a nécessairement tort. Donc il faut réussir à trouver la zone de compromis de telle manière à ce qu'on y aille ensemble et qu'on arrive, et vous l'avez vu juste avant avec la main, permettre à tout le monde d'agir main dans la main, ce qui est évidemment très compliqué. Et du coup, ça laisse supposer aussi qu'une fois qu'on arrive à un conflit de personnes, c'est irrécupérable. En fait, l'enjeu est... Alors, je vais vous montrer un truc très simple. On dit que le nous est une entité dont il faut prendre soin. Donc, le nous, c'est le rassemblement de deux personnes, au moins. Ça peut être plus, mais au moins. Si deux personnes sont en conflit, on en reviendra peut-être à parler du triangle dramatique de Cartman pour certains qui connaissent le... parce que ça aussi, on se retrouve à... Parfois, on fait un triangle à deux d'ailleurs. Mais il se trouve que quand on n'est pas sur la même longueur d'onde, on se loupe. On se loupe. On ne sait pas. Le matin, il y a des gens, ils sont très désagréables, mais parfois par nature. Et d'autres qui sont très enjoués dès le matin, avec une énergie très positive. Mais quand on n'est pas sur la même longueur d'onde, il faut savoir à quel moment se trouver et pourquoi. Donc ça génère, et Fabrice l'évoquait tout à l'heure, de la clarté sur notre organisation du temps de travail, les temps d'échange, là où certains moments, ce n'est pas du tout le moment d'échanger, et on a quelqu'un qui vient « Tiens, j'ai un truc à te dire ». Ce n'est pas le moment, je ne suis pas disponible. Je ne vais pas recevoir peut-être une information particulièrement essentielle. Donc à quel moment, dans mon temps de travail, je suis disponible à répondre à, et donc à recevoir. Et donc quand on se loupe tout le temps, on ne prend pas soin de l'entité. Et donc, se rejoindre, donc ce son, alors là ça paraît agressif, mais ce son est essentiel. Dès lors que de toute manière, les gens n'ont plus envie de se retrouver, quand bien même une personne n'en a plus le souhait, même si ça s'avance, ça recule. Et ça, c'est quand même une énergie énorme dépensée pour rien. Donc il y a des décisions très difficiles à prendre parfois, et c'est un peu ce qui s'est passé nous l'année dernière où il y a des gens qui, encore une fois, et ce n'est pas critiquable, n'avaient plus envie de travailler ensemble. C'était quand même un petit écart avec notre monde industriel, c'est que ça me paraît peut-être plus simple de mettre quelqu'un sur le banc et d'y laisser pendant longtemps, voire oui. complètement.
dans mon industriel, se dire voilà, un tel, on s'en passe complètement, voire on le vire. C'est pas forcément si simple que ça. Non, non, alors, et puis j'encourage certainement pas à virer qui que ce soit. Je tiens à mon travail moi aussi. Non, non, surtout pas, c'est pas ce que j'ai dit. Non, non, séparer quelqu'un, c'est pas nécessairement le mettre, le virer de la structure. Parfois, c'est aller dans un autre projet, aller dans une autre structure, changer d'environnement, même s'il est proche. Éviter ou en fait éviter ce qui peut créer les dommages collatéraux. Donc parfois c'est dans un couloir, hein, chacun son environnement de travail, on met une personne à un endroit et puis on en déplace une à un autre et puis on évite ces rendez-vous qui augmentent en fait de la tension au travail. Mais ça c'est la réalité des environnements et en l'occurrence du vôtre qui est un peu différent d'une autre. Mais enfin je vous rassure, nous on était dans un open space, quand c'est tendu de chez tendu, c'est long la journée. Et on aime bien boire du café, en l'occurrence, et se retrouver pour discuter. Ouais. Non, si, je vous assure, en tous les cas au travail. Ouais, si vous comprenez que la troisième mi-temps ne fait plus partie de notre travail. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais ce que j'appelle l'extra-conflit, c'est quand les personnes doivent se séparer, dans l'intérêt encore une fois, de la finalité commune. Ça, je ne vais pas le passer. Alors, Fabrice m'évoquait tout à l'heure, on en parlait, la différence de vision, le fait que vous ayez certainement des métiers différents mais aussi complémentaires. Vous devez vous accorder. Et nous, le premier problème, je vais vous faire le parallèle entre des entraîneurs, entre des data scientists, entre des préparateurs physiques, c'est qu'on ne perçoit pas les choses de la même manière. Donc, si un préparateur physique aime se baser sur toutes les données factuelles, donc monitorer, vous savez, ils ont des GPS dans le dos aujourd'hui, nous, les entraîneurs, on a une vision parfois plus empirique de la situation. La grosse problématique, c'est quand on ne se rejoint pas. Donc, ça demande d'abord de la connaissance pluridisciplinaire, parce qu'un entraîneur qui ne connaît pas les bases du métier de l'autre, il ne travaille pas ensemble. C'est impossible. Ou du moins, c'est possible, mais ça va poser des problèmes à un moment dans le chemin qui a été tracé. Donc quand deux personnes ne se comprennent pas, et ça c'est fondamental, je l'utilise en permanence avec les joueurs, tous les jours, on a une pile énergétique et on dit, tous on a de l'énergie, et on dit souvent qu'il faut être à 200%. On n'a que 100%. 200% n'existe pas, on a 100% d'énergie. C'est tout. Voilà. Alors c'est une expression, hein, j'ai bien compris que quand on disait 300%, 200%, il faut vraiment s'engager. Mais en réalité, on a 100% d'énergie. Et selon la manière dont elle est orientée, selon la manière dont on oriente le travail, selon le climat et l'environnement dans lequel on évolue, ce n'est pas dépensé de la même manière. Nous, l'enjeu, entraîneur, et d'ailleurs n'importe qui, hein, joueur, directeur du rugby, directeur général, on doit être centré sur l'activité. Donc, ça doit être très clair ce qu'on attend de moi, ce qu'on attend des autres. Mais il se trouve que quand on ne se comprend pas, qu'on n'est pas aligné, je en parlais tout à l'heure, le fait de ne pas être sur la même longueur d'onde, de ne pas comprendre les attentes des autres, ça crée à la fois de la frustration, ça génère en fait des distensions et des tensions à l'intérieur du staff et de l'environnement de travail. Et donc, on passe beaucoup de temps à traiter des processus de dysfonctionnement. C'est de l'énergie d'y penser. Mais pendant que nous, on fait ça, pendant que moi, je gère des processus de dysfonctionnement, je ne gère pas mon activité. Et plus la pile est orientée sur les processus de dysfonctionnement, plus c'est un indicateur pour moi il y a quelque chose qui ne va pas dans l'environnement de travail. Il y a quelque chose qui ne va pas dans les relations de travail. Il y a quelque chose qui ne va pas dans les process. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'objectifs de résultats. Nous, on est plutôt positionné sur des objectifs de processus. Comment positionner des processus efficaces qui nous permettent de conduire le résultat et pas l'inverse. On prend souvent l'exemple de « on a tous envie de marcher sur la Lune, mais je n'ai pas une tête d'astronaute. A priori, je n'irai jamais sur la Lune. Je peux le dire, mais je ne le ferai pas. » Donc, être centré sur son activité, c'est potentialiser mon travail, mais évidemment celui des autres.
Donc, il faut que j'identifie clairement ce qu'est mon activité au sein de mon environnement de travail. C'est d'autant plus vrai que si c'est bien orienté, c'est de l'énergie renouvelable. On s'enrichit de l'autre à ce moment-là. C'est un cercle plutôt vertueux. J'ai vécu des cercles plutôt vertueux, on l'a vécu, et j'ai vécu ceux qui nous emmenaient pas loin du burn-out. Et puis, je vous assure d'une chose, c'est que le métier d'entraîneur est sans doute comme le vôtre, mais nous, le métier d'entraîneur est un métier de pression constante, qui plus est au niveau où on est médiatisé. Moi, je n'ai pas les réseaux sociaux, mais pour une raison très simple, c'est qu'à une époque, on demandait ma tête de temps en temps, et je me disais, et c'est les proches qui nous ramènent, ça fait mal. Et en fait, on est plus sur du processus de dysfonctionnement, ou du moins quelque chose que je ne maîtrise pas, que l'activité elle-même. Donc il faut gérer ou aménager son quotidien de telle manière à être vraiment centré sur l'activité. Sans quoi, en fait, on plonge progressivement. Ça, c'est... on a tous cette vision un petit peu différente, avec des cadres de référence un peu différents. Elle est liée à l'expérience d'ailleurs aussi, aux études, aux antécédents de chaque individu. La problématique, c'est que souvent, c'est ce que j'expliquais dans les zones de compromis, c'est qu'il n'y a pas de vision contractuelle. On se quitte, mais on n'est pas d'accord. On repousse nécessairement la difficulté à après. Donc on s'est dit des choses, on a posé des objectifs, mais à terme, s'il n'y a rien de contractuel entre deux personnes ou les personnes du groupe de l'organisation, ça dysfonctionne. La question, c'est, à chaque fois qu'on a une réunion, c'est on est d'accord sur quoi? Parce que nous, croyez bien que les joueurs, dès qu'il y a une faille, ils la saisissent. Alors, ils sont beaucoup plus agiles parfois à trouver la faille qu'à être efficaces sur le terrain. Donc ça fait d'eux des personnes... Tu veux dire? Oui, sachant que notre devise, c'est on ne doit pas chercher d'excuses. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Les mauvais trouvent des excuses, des bons des solutions. Alors c'est du chef, c'est pas de nous, mais voilà, on est d'accord ou on l'est pas. En tous les cas, c'est quelque chose qui revient régulièrement. C'est éviter de trouver des excuses un peu partout quand en fait on. Les joueurs, en l'occurrence, dès qu'il y a ce dysfonctionnement. Si les résultats ne sont pas là, forcément, ils s'engouffrent dans cette faille. Ils se protègent un petit peu aussi. Et si vous avez bien saisi, en tous les cas, j'espère, et n'hésitez pas à me couper comme vous faites depuis tout à l'heure, ça permet de réorienter les choses et encore plus dans votre contexte, mais c'est pour ça que j'aime, moi, avec... ça va être un partage, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, parce qu'en fait, la réalité du travail d'entraîneur n'est pas la vôtre. C'est pour ça que moi, tout ce qui est team building, où on fait des Lego, des trucs, moi, c'est pas mon truc. Je suis désolé si vous en avez fait. Je trouve ça particulièrement infantilisant. On en vient à dire, et souvent, on a des informations descendantes. Là, en fait, en réalité, j'ai beaucoup de choses à apprendre de vous. C'est comme ça que je conçois d'ailleurs la majorité des échanges, et encore plus dans mon travail dans la formation professionnelle, où dans le cadre, et nous, de la formation continue ou initiale, avec les DES, par exemple, les diplômes d'état supérieur nécessaires à devenir, enfin, pour devenir manager de rugby, en fait, celui qui est le plus acteur de sa formation et l'environnement, c'est dans la coaction qu'on arrive à créer un environnement de formation performante, ou du moins qui permet de développer des compétences orientées sur notre activité. Et ça, c'est qu'est-ce qui vous passionne et vous motive le plus. Je parlais avec ma compagne qui a une entreprise, et je suis très centré sur l'ingénierie ou la méthodologie de projet, et elle s'est lancée en tant que... elle vend des articles vintage, elle chine, et voilà, donc bon, j'aime bien ça, je partage sa passion, mais à un moment je lui dis, mais c'est quoi qui est prioritaire? Et elle était incapable de me dire ce qui était prioritaire. Et on est souvent mené à aller vers ce qu'on aime le plus, la tâche la plus évidente, celle qui nous, et tu l'as évoqué tout à l'heure, nous motive. Et ça, c'est important de le cerner. Il est aussi évidemment important de cerner ce qui nous motive un peu moins. Et là, si c'est bien exprimé avec les autres, il y a certainement de la complémentarité à trouver dans les équipes. Donc ça, c'est une question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qui nous passionne et nous motive le plus? Quand on s'est posé la question en staff, on n'avait pas du tout les mêmes
les mêmes réponses. Et on s'est dit, oh, ça tombe bien, parce qu'on ne va pas trop se marcher sur les pieds. Il se trouve qu'il y en a, c'était être garant du projet, d'autres, c'était améliorer ou optimiser la performance au quotidien, d'autres, c'était partager et grandir ensemble. Il y avait des choses d'ailleurs très diffuses, mais qui ne se ressemblaient pas. Il n'y avait pas d'axe qui motivait personne. Comment? Il n'y avait pas d'axe de... D'abord, vous avez vu, l'enjeu d'abord, c'était de dire qu'est-ce qui nous motive. Mais après, vous allez voir, je vais vous montrer, évidemment, il y a des tâches à faire et qui nous motivent un peu moins. Donc, comment on fait aussi pour se les répartir? Et ça, c'est un autre enjeu. J'y reviendrai après de manière très factuelle pour vous partager le dernier bilan qu'on a fait de nos 3 derniers matchs avant justement la reprise de ce blog-là. Je vais aller vite là-dessus pour aller sur un truc très simple. C'est comme ça que je fonctionne, c'est le concept du hérisson. Si je fais très bien une chose, je m'engage à le faire très bien. J'y consacre, et vous l'avez vu juste avant, une énergie colossale. Une idée. Où est-ce que tu es le plus efficace? Qu'est-ce qui te passionne le plus? Première des choses du concept du hérisson. Le renard a plein d'idées, il s'épuise et il épuise les autres. Il y a toujours des renards dans les organisations, il y en a certainement dans la salle. Ça, c'était pour vous réveiller, mais j'en suis peut-être un. Bon, voilà. Donc, ce concept du hérisson, ce qui me passionne, là où je peux être le meilleur, est ce qui fait tourner le moteur économique. Nous, en gros, c'est qu'est-ce qui fait que le SA15 existe en Pro D2, le moteur économique. Voilà. Donc, ce qui est venu, c'est que c'est un club qui est hyper atypique. Il est passé de la Fédérale 3 à la Pro D2 en 5 ans. C'est du jamais vu dans le rugby français. Donc, cette fulgurance de résultats et de réussites. Et ça fait 13 ans que le club existe. Et il a vécu 7 ou 8 ans de Pro D2. Donc, en fait,